Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Donc, on va commencer tranquillement, le temps que tout le monde arrive dans la salle, enfin tous ceux qui sont dans la salle d'accueil vont rentrer dans le webinaire. Donc on va commencer tranquillement et puis de toute façon on a une petite présentation de 5 minutes pour le temps que tout le monde arrive, tout simplement. Donc voilà, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire. Alors, on se retrouve aujourd'hui autour du webinaire Participation en promotion de la santé. Alors, celui-ci fait partie d'un ensemble de 3 webinaires, comprendre et agir en promotion de la santé proposé par l'IREP Grand Est et avec le soutien financier de l'ARS Grand Est. Alors, nous avons déjà eu notre premier webinaire qui était dédié aux ISTS hier. Peut-être certains d'entre vous ont pu y participer. Et nous en aurons un troisième le 8 décembre consacré à la santé environnement. Donc si vous n'êtes pas déjà inscrit, faites-le, n'hésitez surtout pas. Alors j'en profite et je vous invite tous dès à présent à couper vos micros tout au long du webinaire afin de fluidifier le déroulement de celui-ci. Et pour information, nous aurons 2 temps d'échange lors de ce webinaire. Et je vous inviterai donc à suivre le chat pour avoir les instructions afin de participer à ces échanges. Donc le chat, c'est le petit onglet que vous aurez à droite de votre écran. Et au vu du nombre de participants, vous conviendrez que tout le monde ne pourra pas échanger. Donc je voudrais nous excuser déjà dès à présent par ce simple fait. Alors, en premier lieu, je vous remercie à tous et toutes d'être présents ici pour ce webinaire. Donc, le webinaire va se focaliser sur 2 objectifs, des objectifs ici annoncés sur cette diapositive. Donc, définir la participation dans le cadre d'un projet de la promotion de la santé et présenter des outils méthodologiques de participation dans le cadre d'un projet de promotion de la santé. Donc, ce sera les 2 objectifs. Et pour cela, je vais vous présenter le programme suivant. On va dans un premier temps, regarder qu'est-ce que n'est pas la participation. On va avoir un temps sur le sens même de la participation. Et nous finirons la deuxième partie de ce webinaire sur la présentation d'outils d'accompagnement méthodologique pour vos projets participatifs en promotion de la santé. Alors, je rappelle que normalement, si tout se passe bien, on finira ce webinaire vers midi. Alors, le temps que tout le monde se connecte, on a voulu vous présenter l'IREPS Grand Est. Et donc voilà, donc en premier lieu, ce webinaire, c'est le fruit. Alors avant de présenter l'IREPS Grand Est, on va se présenter nous-mêmes. Donc Frédéric Gillet et moi-même qui avons travaillé sur ce webinaire. On est 2 chargés d'ingénierie de projet au sein de l'IREPS Grand Est. Alors, qu'est-ce que l'IREPS Grand Est? C'est l'instance régionale d'éducation en promotion de la santé. Alors, l'IREPS Grand Est a pour mission de participer à la réduction des inégalités de santé, qu'elles soient sociales ou territoriales, améliorer la santé des populations par une offre de services de qualité, de proximité en promotion de la santé. Nous nous ancrons dans les valeurs et les finalités que vous pouvez voir sur la diapositive, comme l'équité, la promotion durable de la santé, la dignité humaine, la responsabilité et l'autonomie des personnes dans leurs choix individuels et bien sûr la démocratie, ce qui nous ramène un peu aujourd'hui autour de ce webinaire. Nous avons des accompagnements pour les acteurs de la santé et ils sont multiples. Alors, on peut à la fois conseiller et accompagner les acteurs du territoire sur leurs projets en santé, contribuer aux politiques de santé publique telles que les CLS, développer la recherche interventionnelle et la recherche-action. Et nous avons sur chaque site qui sont situés dans tout le Grand Est un fonds documentaire ainsi que des chargés en documentation
qui peuvent vous présenter, vous accompagner dans l'utilisation d'outils d'intervention auprès de publics cibles, les publics cibles de vos projets. Nous proposons aussi un ensemble de formations que vous pouvez retrouver sur le site l'IREPS Grand Est. Si vous voulez être accompagné, nous vous invitons à aller sur le site de l'IREPS Grand Est et aller sur l'onglet « Être accompagné » que vous voyez sur la diapositive, c'est le petit onglet à gauche. Et vous devrez répondre à un questionnaire qui vous permettra de formuler votre demande. Et après avoir été renvoyé vers les personnes ou la personne la plus pertinente en interne, nous vous recontacterons afin de vous proposer un accompagnement personnalisé. Alors, nous tenons à vous informer que la plupart de nos accompagnements, nos formations, nos appuis documentaires sont déjà financés et n'auront pas de coût pour leurs demandeurs, sauf bien sûr cas particuliers, bien entendu. Notre site propose aussi l'accès direct à nos fonds documentaires. Ceci se compose de nos productions effectuées depuis notre existence. Donc, je pense que là, nous sommes dans les temps. Je pense que tout le monde est présent. Donc, voilà, on va revenir sur notre sujet principal, qui est la participation dans la promotion de la santé. Bon, avant de revenir sur le sujet qui nous a menés tous ici, j'aimerais vous prévenir que nous allons encore avoir un temps d'échange plus tard dans la présentation. Donc, je vous invite au fil de la présentation à vous questionner sur des projets participatifs que vous avez pu mettre en place ou simplement dans lesquels vous avez participé. Alors, en termes de points positifs ou en termes de points négatifs ou tout simplement en termes d'éléments qui vous ont interrogé ou interpellé. Ce sera pour préparer ce temps d'échange que nous aurons ensuite par la suite dans le webinaire. Alors maintenant, sur ce, revenons au sujet principal de notre webinaire, qui est la participation dans le cadre de la promotion de la santé. Dans les slides suivantes, dans la première partie de ce webinaire, nous allons essayer d'éclairer le concept de participation des usagers citoyens. Pourquoi nous les impliquons, quel est l'intérêt, les apports de les impliquer, dans quel cadre, avec qui, etc. Le discours que vous allez avoir dans les slides suivantes, les diapositives suivantes, est un apport théorique. Néanmoins, il faut bien comprendre que les arguments avancés vont vous permettre de légitimer la mise en place de démarches participatives. Il faut donc prendre ce début de webinaire comme un apport de savoir, certes, un cadage du concept de la participation, mais aussi comme des éléments argumentatifs qui vous serviront à justifier, poser le cadre d'une démarche participative auprès des parties prenantes de celle-ci, qu'ils soient les financeurs, qu'ils soient votre direction ou qu'ils soient tout simplement les usagers citoyens que vous impliquerez dans cette démarche participative. Alors, dans la Charte d'Ottawa, qui est le texte fondateur de la promotion de la santé, il est annoncé que la promotion de la santé passe par la participation effective et concrète, alors je le répète, la participation effective et concrète de la communauté à la fixation des priorités, à la prise des décisions et à l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies de planification en vue d'atteindre une meilleure santé. Autrement dit, la promotion de la santé doit se penser et se concevoir avec la participation, si nous voulons que celle-ci permette une amélioration de la santé pour les usagers citoyens. Faire participer, certes, c'est un des objectifs de la participation, ce qui me semble ma foi assez logique, mais il faut aussi tendre vers une transmission du pouvoir aux usagers citoyens. En effet, dans la Charte d'Ottawa, il est central de penser la promotion de la santé comme un moyen d'améliorer et d'augmenter le pouvoir des usagers citoyens. On peut donc lire dans cette fameuse Charte d'Ottawa que la promotion de la santé passe par une dévolution de pouvoir aux communautés considérées comme capables de prendre en main leur destinée et d'assumer la responsabilité de leurs actions. Il y a donc deux facettes pour moi de l'application des usagers citoyens dans un projet de promotion de la santé, dans les projets de la promotion de la santé, impliquer de manière active les usagers citoyens, mais aussi proposer un cadre qui va permettre l'augmentation de la capacité à agir sur les projets dans lesquels les usagers citoyens sont impliqués. Alors,
pourquoi augmenter le pouvoir? Pourquoi cette dévolution du pouvoir aux usagers citoyens? Alors, il est de nos jours prouvé par le consensus scientifique que l'intégration des usagers citoyens est une méthode efficace pour atteindre une meilleure santé. En effet, si nous reprenons la théorie de la sagesse des foules, ceci nous montre que de grands groupes de personnes sont collectivement plus intelligents que les experts individuels lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes, prendre des décisions, d'innover et de prédire. De plus, la participation représente une valeur démocratique en santé publique. Elle n'est donc pas seulement un apport méthodologique rationnel, elle amène aussi une valeur philosophique et politique importante, voire même essentielle au bon fonctionnement et à la pérennité de la gouvernance des projets dans lesquels les usagers citoyens sont impliqués. Nous avons donc ici deux raisons d'impliquer ou de les impliquer, ces usagers citoyens. La première, c'est que l'implication des usagers citoyens améliore la méthodologie de projet par les apports que les usagers citoyens feront. Et la deuxième, c'est que l'implication des usagers citoyens améliore l'éthique de la mise en place du projet par leur simple implication. Alors, de plus, les arguments développés dans le cadre des recherches anthropologiques sont de deux ordres. Les populations ont une expérience de terrain de première main, les habilitant à se manifester pour faire connaître l'urgence de certains faits et surtout la nécessité à y trouver tout simplement des solutions. Les populations ont une capacité à analyser finement, avec sensibilité, les tenants et les aboutissants des interventions, les bénéfices directs ou non anticipés, les conséquences, les conditions qui peuvent expliquer les succès ou les échecs de telle ou telle intervention positionnée par les institutions ou les pouvoirs publics. Ils ont donc la capacité à produire une donnée qui permet d'évaluer une intervention, un projet, une politique. Leurs représentants sont en quelque sorte des experts de terrain, ou sociologiquement parlant, des experts du quotidien. Pour les personnes ou pour les populations les plus éloignées des contingences administratives, corporatives, politiques ou économiques, une fois bien sûr pleinement informés par les experts des données probantes, se trouvent probablement plus libres dans leur opinion que le professionnel qui appartient à une institution. Leur capacité de jugement, d'argumentation logique, de discernement leur permet donc un arbitrage hors des sentiers battus et de l'homogénéité des discours des institutions dans les conflits de valeurs. Donc, interroger les usagers citoyens permet d'avoir un discours, un retour des expériences de terrain, de territoire populationnel, de vie des usagers citoyens. En d'autres termes, d'avoir une donnée hors des sentiers battus, hors des discours des professionnels et des institutions. Bref, de la donnée concrète pour alimenter votre projet en participation. Alors, pour continuer, continuer sur pourquoi nous mobilisons les usagers citoyens et pour peut-être faire une petite synthèse, il y a 5 raisons, bien entendu non exhaustives, à la mobilisation des usagers citoyens. La première est pour augmenter la pertinence des actions, en favorisant une meilleure prise en compte des préoccupations, des attentes et des besoins de santé des populations, avec cette fameuse donnée concrète que nous fournissent les usagers citoyens, que nous avons vu dans la diapositive précédente. La seconde est pour augmenter l'efficacité afin d'atteindre des objectifs de promotion de la santé. En effet, ici, l'objectif est de favoriser l'autonomisation des populations, de les rendre acteurs de leur santé et contribuer à la définition des questions à aborder et à la façon de les aborder aussi. Mais aussi afin que les populations se rendent compte qu'elles ont une place sociale sur les questions de santé. En d'autres termes, donner du pouvoir aux usagers citoyens, donner de la capacité à agir aux usagers citoyens. La troisième est pour améliorer l'efficience des projets, favoriser la mobilisation des ressources, cette fameuse donnée concrète. Alors attention, quand on est dans cette
dans cet élément de cadrage, nous sommes dans une mobilisation qui est du type utilitariste. Elle est au service des objectifs à atteindre. Elle sert à augmenter l'efficacité d'un projet. On demande aux personnes concernées d'être actives dans les propositions que les professionnels ou les institutions leur font. Et une fois leur objectif atteint, la participation n'est plus leur souci prioritaire. On élabore, on propose des programmes de manière efficace, pertinente et efficiente, au lieu de les corriger après leur mise en place. On pense donc les projets des territoires populationnels en fonction des usages potentiels et non par rapport à la population en tant que telle. La quatrième est pour réduire les inégalités sociales. Les évaluations scientifiques font la démonstration que l'intégration des usagers citoyens constitue l'une des stratégies de santé publique les plus pertinentes. En effet, leur intégration au projet de promotion de la santé a pour effet de réduire leur dépendance vis-à-vis des professionnels de la santé et d'assurer l'adéquation des programmes mis sur les territoires, sur les populations, aux spécificités locales et culturelles. Elle permet de soutenir et de pérenniser les changements, d'impliquer les décideurs locaux dans l'amélioration des programmes, d'accroître la productivité, l'efficacité et l'efficience des programmes et d'améliorer donc directement la santé de la population. Et pour finir, l'implication des usagers citoyens permet la légitimité et la crédibilité des institutions et des professionnels. Oui, cela permet de favoriser l'adhésion des populations à la prise en compte d'une question de santé ou tout simplement de construire la confiance de la population dans ou pour les décisions prises par les institutions et les professionnels. En effet, la prise en compte de la population dans le processus de décision accroît sa confiance dans les institutions et augmente donc bien sûr leur légitimité. Alors, nous avons donc 5 raisons principales pour l'intégration des usagers citoyens. Augmenter la pertinence des actions, augmenter l'efficacité pour l'atteinte des objectifs de promotion de la santé, améliorer l'efficience des projets, réduire les inégalités sociales et permettre la légitimité et la crédibilité des institutions et des professionnels. Là, oh, excusez-moi. Hop. Alors, nous avons vu là les raisons, les multiples raisons de pourquoi on peut intégrer et pourquoi il faut intégrer les usagers citoyens. Alors maintenant, pour finir, pourquoi on devrait intégrer les parties prenantes dans un projet de participation, demandons-nous pourquoi intégrer aussi les professionnels. Alors, les professionnels sont des structures et des individus, sont les structures et les individus qui y travaillent. Alors, pour les structures, cela permet de faire évoluer positivement l'organisation interne, les missions, les méthodes, les outils des professionnels. Cela aussi favorise la cohésion des équipes autour d'un même projet. Un projet participatif développe les partenariats, le rapprochement de services, d'institutions, de collectivités, la création de nouvelles collaborations entre les acteurs publics, privés et même associatifs. Et bien entendu, cela améliore l'image de la structure. Donc on a 3 grandes raisons d'impliquer les structures, permettre de faire évoluer positivement l'organisation, favoriser la cohésion et bien sûr développer les relations de cette structure et bien sûr améliorer l'image de cette structure. Alors pour les professionnels qui travaillent dans ces structures, cela permet de faire évoluer tout simplement les représentations de ceux-ci et des partenaires. Par rapport tout simplement aux usagers citoyens ou par rapport à la thématique ou la thématique du projet qu'ils portent. Cela permet aussi un changement de regard porté sur les personnes cibles du projet, qu'ils soient en situation de pauvreté, en situation d'exclusion, etc. Donc, de faire évoluer les pratiques. Cela permet de faire évoluer la prise en compte des personnes et des aspirations dans les projets et les réflexions. L'intégration des professionnels permet aussi l'acquisition et le développement de compétences
Alors, comme par exemple l'animation de groupe, hein, le développement du pouvoir d'agir, etc. Et ensuite, et bien sûr, cela apporte un regain de sens et une reconnaissance pour les professionnels qui portent la démarche. Hop, hop. Alors, nous avons vu pourquoi intégrer les usagers citoyens et les professionnels dans un projet de promotion de la santé. Alors maintenant, afin d'illustrer nos propos précédents, j'aimerais vous décrire les attentes et les motivations des parties prenantes, hein, qu'ils soient professionnels ou usagers citoyens. Nous en avons sélectionné 6. Hein. Alors, développer la solidarité, modifier les relations de pouvoir ou d'influence, améliorer la qualité des services et des soins, assurer une médiation, partager des connaissances, des savoirs, voire innover, éduquer et favoriser l'autonomie. Alors, à titre illustratif, hein, bien entendu, hein, pour les usagers, pensez à développer la solidarité dans un cadre de projet participatif permet à la fois de se positionner sur une vision collective de la santé en dépassant les préoccupations personnelles. Et cela permet aussi d'échanger tout simplement sur leur expérience entre usagers. Pour les professionnels, alors là on est sur la colonne de gauche, hein, bien entendu, pour les professionnels, penser à développer la solidarité au travers un espace participatif peut permettre aux usagers d'échanger leur expérience pour diminuer tout simplement, ou par exemple, leur angoisse, le stress face à la maladie ou face tout simplement au système médical. Concernant le fait d'assurer la médiation, donc là nous sommes sur la petite colonne de gauche sur la diapositive, cela peut amener aux usagers citoyens une meilleure circulation de l'information entre tout simplement les professionnels de santé et les usagers. Et aussi une meilleure circulation des messages de prévention qui sont généralement de nature descendante, hein, qui sont généralement de nature professionnelle de santé à usagers. Et là, un cadre de participation démocratique, un espace de participation démocratique permettrait voilà, de créer un dialogue sans avoir la nature descendante des informations. Pour les professionnels de santé, la participation permet aux usagers de dire à d'autres, autres que les professionnels, ce qu'ils n'osent pas dire tout simplement, et donc de créer un espace de parole. Encore à titre d'illustration, hein, et afin de modifier les relations de pouvoir ou d'influence, ici nous sommes sur la colonne de gauche, hein, les usagers peuvent atteindre un projet, les usagers peuvent attendre d'un projet participatif de créer un espace où ils pourront être d'égal à égal sur certains sujets avec les professionnels de la santé. Ou alors autre exemple afin d'illustrer, hein, avoir un espace où ils peuvent tout simplement défendre leurs droits d'égal à égal avec tout simplement les professionnels de la santé. Et pour les professionnels, cet espace de participation peut permettre de s'appuyer sur les usagers pour faire poids dans les décisions de politique de santé et donc d'avoir une plus forte légitimité dans leurs propositions. Leur demande n'est donc plus seulement portée par leur propre voix, mais elle est aussi portée par la voix des usagers, et donc double en termes de légitimité. Le lieu, alors autre élément illustratif, hein, avoir un espace de participation, c'est aussi avoir un lieu où il est possible d'éclairer, d'éclaircir les droits et les devoirs de chacun, et donc de créer une relation saine et plus robuste entre les parties prenantes. Alors, concernant le partage de connaissances dans les espaces de participation, donc ici nous sommes sur la colonne de gauche sur la diapositive, hein, les usagers peuvent en apprendre plus sur la santé ou le fonctionnement du système de la santé et aussi partager leur expérience de vie, leurs conditions de vie. En d'autres termes, avoir un espace où ils ont le temps d'être écoutés et compris. Pour les professionnels de santé, cela peut amener à prendre en compte une vision globale ou plus globale et décloisonnée de la santé en mettant bien sûr l'accent sur le fait que l'état de santé d'une population dépend aussi d'autres facteurs comme l'environnement, le logement, les transports ou l'alimentation. Cela aussi peut alimenter des réflexions communes de territoire par la prise en compte tout simplement des préoccupations et des expériences des usagers dans l'alimentation d'un diagnostic territorial par exemple.
bref, de la création de données sur les usagers et leur environnement. Alors, nous illustrons, et je ne parle pas de tous les exemples, vous inquiétez pas, vous aurez le diapositive, mais c'était afin d'illustrer globalement ces deux points. Alors, nous avons ensuite l'amélioration de la qualité des services et des soins, donc colonne de gauche ici. Alors, la création d'un espace de dialogue, d'un espace participatif, peut tendre vers une amélioration de l'accueil ou de la coordination, de la gestion des services, par la simple prise en compte et la mise en lien des attentes et des besoins des usagers et des professionnels. Et pour finir, un espace de participation peut tendre vers l'autonomisation des usagers face au système de soins, permettant aux usagers à mieux gérer leur maladie, à mieux naviguer dans le système de soins, qui est, ma foi, et vous en conviendrez, très complexe pour beaucoup d'entre nous. Il peut aussi aider les usagers à développer les aptitudes pour mieux agir sur leur santé. Alors, nous venons ici même d'éclairer les raisons de l'intégration des usagers citoyens. Alors, vous avez vu, il y en a de multiples, et c'est, ma foi, assez complexe parce que c'est fortement fort. Il y a énormément de raisons d'intégrer les usagers citoyens. Et maintenant, j'aimerais bien que nous allions voir comment on intègre les manières d'intégrer ces usagers citoyens. Donc, il en existe de multiples manières et méthodes d'impliquer les usagers citoyens. Et nous allons les étayer ici. Donc, nous avons 5 types d'implication des usagers citoyens. Donc, on continue avec un tableau, vous m'en excuserez. Donc, nous avons 5 types d'implication des usagers citoyens. Le premier est le contrôle total. Alors, c'est la colonne de gauche sur la diapositive, où l'usager citoyen contrôle les prises de décision. Cela peut être effectif et seulement si nous observons la mise en place de groupes, de comités, d'associations communautaires. Cela est possible si les projets sont complètement guidés par les usagers citoyens. Bon, nous constatons malheureusement que c'est chose rare sur notre territoire français. Ensuite, nous avons le partage du pouvoir. Alors là, nous sommes sur la colonne du milieu sur la diapositive. Les décisions et les responsabilités sont partagées entre les acteurs du projet, notamment au niveau de la gouvernance. Les usagers citoyens peuvent influencer et ou déterminer les résultats. Cela peut se faire par le recrutement des personnels, du bénévolat accompagné ou tout simplement par l'intégration des usagers citoyens dans la gouvernance. Alors, un exemple présent de plus en plus sur nos territoires est la mise en place des budgets participatifs qu'on voit apparaître de plus en plus dans les métropoles ou dans les communes. Et nous avons ensuite la participation, élément de plus en plus mis en avant dans nos territoires, mais aussi à notre époque, où l'on encourage les personnes à participer à l'élaboration des services, des politiques ou des perceptions, tout simplement. Les usagers ici peuvent émettre des suggestions ou influencer les résultats. Alors concrètement, cela s'exprime par la mise en place de démarches participatives avec des groupes thématiques ou par l'évaluation des actions de projet. Donc voilà les 3 premiers. Nous avons ensuite, et ça c'est important aussi de le notifier, la consultation et l'information. Alors ce sont les méthodes bien sûr les plus appliquées sur notre territoire. Alors, pour le premier, colonne de gauche, l'objectif est de demander aux personnes ce qu'elles pensent d'un service ou d'une politique. Là, les usagers ont une influence fortement limitée. Cela se fait à travers des méthodes de captation de données, telles que les questionnaires, les entretiens, des groupes thématiques, des focus groups, des boîtes à suggestions. Et pour finir, il existe aussi l'information. La colonne de droite ici sur la diapositive, où l'objectif est d'expliquer aux personnes un service ou une politique. Alors là, les usagers citoyens n'ont pas du tout d'influence. Cela va se faire par des lettres d'information, par des dépliants, des tableaux d'information, ou par une diffusion de l'information de façon numérique. Alors,
il est à noter qu'il n'y a pas de hiérarchie dans l'implication des usagers citoyens. Nous avons 5 typologies, mais nous n'y mettons pas de hiérarchie. Pour chaque projet, il peut être pertinent d'utiliser plusieurs typologies d'implication des usagers citoyens, ou seulement une seule. L'implication des usagers citoyens doit se faire en corrélation avec les objectifs que les porteurs de projet auront définis. Il est donc essentiel, et là c'est important de le notifier, de bien définir au début de n'importe quel projet, qu'il soit de territoire, qu'il soit populationnel, qu'il soit en promotion de la santé, les objectifs de celui-ci. C'est une étape primordiale à tout commencement de projet. Mais cela, vous le verrez avec Frédéric Gillet dans la deuxième partie du webinaire. Hop, excusez-moi. Alors, à ce stade, nous avons éclairé le pourquoi il est pertinent d'intégrer les usagers citoyens, le comment les usagers citoyens peuvent être intégrés. Alors, j'aimerais maintenant vous proposer un petit focus sur les 3 typologies de participation en promotion de la santé que nous retrouvons. Alors, c'est E-O-2-T-O. Hop là. Gmail. Si on peut couper le micro, si c'est possible, Frédéric. Alors, j'aimerais 3 typologies de participation en promotion de la santé que nous retrouvons particulièrement sur notre territoire français. Alors, qui sont, et vous allez sûrement les reconnaître, voici la participation, la démocratie participative, la démocratie sanitaire et la santé communautaire. Alors, en premier lieu, nous avons bien sûr la démocratie participative ou la participation citoyenne, qui est un processus d'engagement de personnes qui agissent seules ou au sein d'une organisation, que cela soit dans une association, un comité ou autre organisation, en vue d'influer sur une décision portant sur des choix significatifs relatifs à leurs conditions de vie. Elle peut avoir lieu ou non dans un cadre institutionnalisé ou être organisée à l'initiative des membres de la société civile. Alors, par exemple, un recours collectif, une manifestation, des comités citoyens. Ou à l'initiative de décideurs. Et là, l'exemple, ce serait référendum, commission parlementaire, médiation. Alors, elle est un moyen de remédier à la désaffection dont souffre à l'heure actuelle la démocratie représentative. Mais pour ses adversaires, le risque est que les citoyens, les usagers citoyens, ne défendent que leur intérêt propre, au détriment de l'intérêt général. De plus, elle reste pour le moment essentiellement consultative. Le dialogue est plus ou moins ouvert, mais souvent, et dans la majorité des cas, les responsables politiques décident de ce qu'ils choisissent de retenir ou non du projet. Nous avons ensuite la démocratie sanitaire, qui a pour objectif de faire participer les patients aux côtés d'autres opérateurs, tels que les professionnels du champ médico-social ou les professionnels des collectivités locales. On fait participer les patients et ses collaborateurs à l'amélioration de la qualité du système de santé, y compris aux soins de proximité. Alors, celle-ci, la démocratie sanitaire, est souvent associée à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Celle-ci a en effet initié un ensemble de dispositions pour instaurer la participation individuelle et collective des usagers dans le système sanitaire. Néanmoins, ce système de représentation est essentiellement descendant et donc à l'initiative des pouvoirs publics et est centré sur aussi seulement la défense des droits des usagers. Donc c'est un mode de participation qui donne une place à la représentation des usagers, mais qui n'est pas ouvert à l'application des citoyens. Alors en effet, la participation est souvent limitée à l'information et à la concertation des usagers et ne permet pas suffisamment de prendre en compte les enjeux de pouvoir, les inégalités ou les conflictualités dans le débat démocratique. Et voilà, pour finir, nous avons la santé communautaire. Alors, on parle de santé communautaire quand les membres d'une collectivité géographique ou sociale, qu'ils soient professionnels, politiques, décideurs, habitants ou citoyens, quand ceux-ci agissent en commun à toutes les étapes de la question de santé. Alors,
Comme par exemple, ces étapes-là, hein, ils sont appliqués sur l'identification des besoins, le développement, la mise en œuvre ou l'évaluation des activités les plus aptes à répondre aux priorités de santé des membres de la collectivité. Alors, néanmoins, hein, la santé communautaire exige un changement de comportement radical des professionnels de santé et des élus. Ils doivent être à l'écoute, associer la population, faciliter l'identification des besoins, le développement. Attention, vous avez coupé votre micro, Julien. Vous m'avez coupé où? Hop là, c'est tout bon? Alors, donc oui, alors je te disais, voilà, le problème avec la santé communautaire, c'est que il bouleverse complètement les rapports de pouvoir traditionnels, hein. Et sa mise en place est donc d'une forte complexité qui va forcément jouer sur son efficience et son efficacité. Hop là. Alors, nous venons de voir qu'il existe sur le territoire plusieurs manières d'impliquer l'usager citoyen. Alors, la question que nous nous posons maintenant, c'est où celui-ci est-il interrogé? Où celui-ci a-t-il une sphère d'influence? Alors, ce schéma ici présent nous montre que les espaces physiques où les usagers citoyens sont impliqués dans les politiques de santé ou les établissements sanitaires et médico-sociaux sont multiples. Alors, je tiens à le notifier, hein, il est certes qu'une illustration des espaces de participation, hein, c'est un schéma, une illustration, mais nous le trouvons assez parlant et assez illustratif. Alors, en effet, nous observons directement qu'il y a différents niveaux de participation. Il y a le niveau local, hein, qu'on voit en haut du schéma, hein, où les décisions auront un impact sur un grand nombre d'individus, hein, au travers tout simplement l'application de lois, hein, par exemple. On a aussi au niveau régional, hein, où les décisions auront un impact sur les directives ou politiques en matière de santé, au travers, par exemple, des projets régionaux de santé. Et on a aussi un niveau local, comme les ateliers de santé de ville ou les CLS, qui ont un impact territorial. Alors, un impact certes peut-être plus réduit que les lois, mais pas forcément moins impactant dans le quotidien des usagers citoyens. Alors, ce schéma nous permet, pour moi, de comprendre qu'il y a, à l'instar des manières d'interroger et à l'instar des manières d'impliquer les usagers citoyens, de nombreux espaces où aussi on peut avoir de la participation pour les usagers citoyens. Alors, il remet pour moi encore un peu plus de complexité dans la définition du cadre de la participation des usagers citoyens dans la promotion de la santé. Et il nous montre encore une fois que définir son cadre est un travail fortement complexe. Alors, nous avons vu le pourquoi, le comment, le où, et maintenant, j'aimerais bien que nous posions la question sur quoi interroger l'usager citoyen, sur quoi est-il pertinent d'interroger l'usager citoyen. Alors, comme nous l'avons vu précédemment, la charte, la promotion de la santé passe par la participation effective et concrète de la communauté, alors à la fixation des priorités, à la prise des décisions, à l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies de planification en vue d'atteindre une meilleure santé. Alors souvenez-vous, c'est ce que disait la charte d'Ottawa. Il est donc pertinent d'interroger les usagers citoyens sur les déterminants qui vont permettre cette fameuse mise en œuvre des stratégies de planification en vue d'atteindre cette fameuse meilleure santé. Alors, sur le tableau, sur cette slide que je vous présente, nous avons ces fameux déterminants. Alors, ce sera la colonne du milieu sur la diapositive. Alors, ces déterminants sont les éléments que, bien sûr, nous allons interroger. Je voudrais les décrire maintenant. Alors, ces déterminants sont des éléments physiques et structurels que la société, les pouvoirs politiques ou les institutions peuvent mettre en place, modifier, améliorer, diminuer, etc. Qu'ils ont une capacité d'action sur eux.
Ils peuvent se dénommer en 3 éléments. Alors, le premier, l'environnement physique favorable à la santé. Alors, c'est le fameux C1 sur le tableau. Ce sont par exemple la qualité de l'air, de l'eau, la qualité des espaces naturels dans lesquels vivent les usagers citoyens. On a ensuite l'environnement sociable favorable à la santé. Alors le C2 sur le tableau que vous avez sur la diapositive. Ici, nous retrouvons le climat social de la ville ou du quartier dans lequel peuvent vivre les usagers citoyens, leur réseau social, s'il est plus ou moins fourni, leur intégration sociale, de quelle manière elle est impliquée. Et en troisième, nous avons le comportement des individus. Alors, C3 sur cette diapositive. Ici, ce sont toutes les ressources personnelles favorables à la santé et aussi les comportements que les individus, les usagers citoyens, ont face à la santé. Alors, ces déterminants dépendent de facteurs. Alors, ces facteurs sont des éléments qui vont les influencer et donc sur lesquels il sera vraiment pertinent d'agir si nous voulons améliorer la santé des usagers citoyens. Les facteurs seront donc les éléments les plus pertinents à interroger lors des processus participatifs. Alors, nous retrouvons ici 5 typologies de facteurs. Alors, le premier, le B1, ce seront les implantations des ressources. Alors, ce sont les capacités des institutions et de leurs professionnels à rendre leurs services, leur institution, être lisibles, visibles, utilisés et même pérennisés dans leur utilisation par les usagers citoyens. Nous avons en deuxième temps les stratégies de promotion de la santé dans les politiques et les institutions, le B2 sur cette diapositive. Alors là, ce sont les capacités des institutions et leurs professionnels à faire une action ou des actions en commun par l'expression d'engagement écrit ou d'engagement organisationnel. C'est des partenariats, etc., etc. Alors nous avons aussi le potentiel social, et l'engagement. Alors là, ce sont les capacités des usagers citoyens à faire des actions communes et donc à faire, au final, société autour des questions de santé. Cela peut s'exprimer par l'existence de groupes actifs chargés des questions de promotion de la santé, de collaboration forte entre les usagers citoyens sur les questions de santé. Et pour finir, nous pouvons interroger les compétences individuelles des usagers citoyens, ce qui est souvent le cas généralement dans les processus de participation. Alors c'est le fameux B4 sur le tableau ici présent, sur la diapositive, où nous retrouvons les connaissances, les compétences, les attitudes, voire même la confiance en soi des usagers citoyens au niveau individuel. C'est très important. En d'autres termes, la capacité de l'individu à faire face aux enjeux et aux questions de la santé. Alors ainsi, si nous interrogeons les déterminants de santé que nous avons vus précédemment et les facteurs des déterminants de la santé lors des processus participatifs, nous interrogeons donc ce qui influence les conditions de l'élaboration d'une meilleure santé. Alors, ce que je viens de vous présenter dans les 2 slides précédentes vient de la méthodologie OCR, outil de catégorisation de résultats, alors qui permet de formuler des objectifs de projet au sein de la promotion de la santé. Alors, cette méthodologie OCR est un des outils qui nous permet donc de construire les objectifs de tout projet, qu'il soit participatif ou pas, en vue d'améliorer la santé des usagers citoyens. Et bien sûr, sans objectif, aucune raison de se lancer dans un projet, c'est QFD. Alors nous verrons bien sûr par la suite comment formuler ces objectifs dans la partie bien sûr de présentation des outils méthodologiques. Alors, nous voilà maintenant avec le qui. Ou avec le qui ou le qui, nous proposons le projet participatif. Alors, il est important de comprendre que quand nous entamons un projet participatif, que chaque individu s'ancre dans un domaine social particulier. En effet, si vous impliquez des représentants d'une association à vocation culturelle et des représentants de banques, leurs motivations sont bien sûr pas du tout les mêmes.
Cela est très intéressant car il y aura sûrement un débat, et fortement débat, en vue, j'espère, d'un consensus potentiel, hein, qui est tout objectif à participation au projet participatif. Mais néanmoins, pour l'animation, la préparation des séances, la mobilisation des acteurs, il est important de comprendre que chaque acteur représente autre chose que lui-même. Il représente aussi la structure dans laquelle il travaille. Et donc, un individu n'a pas seulement une casquette, mais bien entendu plusieurs. Alors ce schéma, encore une fois, il est illustratif, il est pour illustrer ces mécanismes-là, mais nous permet de comprendre vers quoi peut tendre les individus en fonction de leur intégration sociale. Il est donc important de noter que, bien sûr, des représentants d'institutions publiques tendront plus vers des préoccupations dominantes pour le patrimoine physique du territoire, que des associations de personnes tendront en majorité vers des préoccupations pour les personnes et la qualité de vie. Et bien entendu que les entreprises privées tendront vers des préoccupations qui seront plus vers la rentabilité ou des activités ou l'adaptation au marché. Alors, j'insiste, enfin, nous insistons sur le verbe tendre. Les individus ont de multiples casquettes, comme j'ai dit précédemment, et ne sont pas seulement et uniquement les représentants d'une seule identité. Donc ce schéma est pour moi assez illustratif et permet, encore une fois, comme nous l'avons rappelé au début du webinaire, de vous alimenter, de vous guider pour le début de projets participatifs. Alors, nous avons vu, pour moi, en tout cas, nous avons tenté de voir les contours, le cadre de l'implication des usagers citoyens, la logique des participations des usagers citoyens dans les promotions, dans les projets de promotion de la santé. Et au vu des éléments que nous avons mentionnés, nous nous fixerons alors sur cette définition de l'OMS de la participation. Donc, nous tombons avec tout ce développement sur cette définition qui est la participation est pour nous alors, et pour l'OMS, un processus selon lequel les personnes sont en mesure d'être impliquées de manière active et véritable dans la définition de points les concernant et dans la prise de décision sur des facteurs affectant leur vie, dans la formulation et la mise en œuvre de politiques, dans la planification et la prestation de services, ainsi que dans le processus d'action visant un changement. Alors toutefois, hein, je pense que la démonstration, le développement que je fais depuis que nous avons commencé, je pense qu'il est important de notifier qu'il n'existe pas de définition univoque et fermée hein, sur la notion de participation, telle qu'elle est mise en pratique dans le champ de l'éducation et de la promotion de la santé. Alors, on sait que plusieurs auteurs pointent en effet sur les caractères multiples des réalités de la participation de la population. Et là, je pense que la démonstration de tous les éléments que nous avons évoqués le prouve et le montre. Donc, nous aussi, hein, sur les slides précédents, nous pensons que la participation, la définition de la participation, la définition du cadre de la participation est multiple et complexe. Et c'est pour cela que notre définition va passer aussi par la participation. Et voilà, nous aimerions maintenant vous donner la parole, faire un temps d'échange avec vous pour avoir votre point de vue tout simplement sur la question. Alors, j'espère que nous allons prendre le temps, là, 10 à 15 minutes prochaines, pour vous donner la parole, pour que certains d'entre vous puissent échanger, exprimer une expérience de participation qu'ils ont vécue. Et nous aimerions aussi, si possible, avoir un retour de votre part sur les freins et les leviers que vous avez croisés lors de vos projets participatifs. Et nous dire aussi, pour vous, quels sont les objectifs généraux et les principes que nous pouvons attendre d'un projet participatif en promotion de la santé. Donc, je vous laisse la main et je vous laisse, si vous avez l'envie, tout simplement, de participer. Alors, Madame Jacob Laurine, bonjour. Vous vouliez intervenir. Allez-y.
Bonjour. Alors, donc Laurine Jacobet, responsable prévention et formation régionale chez Addiction France Grand Est, basée à Reims. Alors déjà, je ne sais pas si Madame Canson voulait réagir parce qu'elle a laissé un commentaire, donc j'attendais un Oui. petit peu avant de lever la main. Mais sinon, voilà, peut-être qu'elle Oui, elle réagira par la suite. Tout d'abord, merci pour cette présentation et puis les différentes typologies démocratie, voilà, qui me permettent aussi, moi, de mettre quelques noms, de distinguer en tout cas différents concepts. Vous parlez de témoignages, donc je peux exposer des exemples de projets qui sont en tout cas en cours chez nous, chez Addiction France. Donc on s'est rendu compte par exemple qu'au niveau de certaines populations, qu'on avait besoin, voilà, de les impliquer davantage. Je pense notamment aux personnes en situation de handicap ou aux personnes de nationalité étrangère. Où on se rend compte qu'en fait, enfin on s'en est rendu compte déjà bien avant, mais qu'il y avait quand même besoin d'une adaptation de nos messages de prévention, de notre posture, de nos supports, hein, puisqu'ils ne sont pas forcément, toujours compréhensibles pour certaines catégories de la population. Donc voilà, en tout cas, c'était pour témoigner que nous avons des actions en ce sens où on a, pour, ces 2 catégories de population en tout cas, des projets pluriannuels avec une grosse phase de diagnostic où on intègre vraiment, on fait des entretiens individuels avec, voilà, des usagers en situation de handicap ou des usagers de nationalité française et étrangère pour, voilà, comprendre leur représentation, leur perception par rapport aux conduites addictives en l'occurrence, puisque c'est notre cœur de métier, sur leur méthode de consommation pour ensuite pouvoir adapter nos outils, nos messages et en incluant également toujours une partie de formation des professionnels puisque souvent ces publics sont quand même accompagnés principalement par des travailleurs sociaux, pour pouvoir aussi, voilà, adapter nos connaissances, nos compétences et en fait nous former aussi respectivement, nous sur les conduites addictives, que eux nous forment aussi sur leur quotidien de travail social avec ces usagers et puis, bah, qu'on puisse, avoir une culture commune et pouvoir adapter en commun nos messages de prévention. Donc voilà, c'était un témoignage d'exemple, enfin je pense que ça rentre dans ce cadre d'inclusion d'usagers pour pouvoir mieux adapter nos messages. Et puis, on a une autre action également de prévention des addictions sur les réseaux sociaux et où là, on associe les jeunes, puisque bon, notre cible principale, c'est les jeunes sur les réseaux sociaux. Et on va travailler avec des jeunes bénévoles ou de jeunes de structures type mission locale, par exemple, résidence habitat jeune, pour qu'en fait, nous, on va en gros s'assurer que le message de prévention corresponde aussi à nos valeurs et soit efficace, mais que eux puissent nous dire aussi avec leurs mots comment ils parlent, quels mots ils pourraient, enfin quels mots jeunes on va dire ils peuvent employer, est-ce qu'on passe par une vidéo, par un podcast, par une image, enfin voilà, et qu'ils puissent contribuer à la création de ces messages avec nous. Voilà des exemples que je peux Alors, apporter. j'ai une petite question par rapport à votre témoignage. Oui. Quels sont les objectifs au final? Alors, quels sont les objectifs de l'implication de ces 2 populations, ou de ces 2 typologies de population? Bah, l'objectif, premier, c'est surtout d'adapter nos messages, voilà, qu'ils soient compréhensibles, s'assurer que les messages que l'on passe soient compréhensibles et adaptés pour ces personnes-là. Mmh. Parce que du coup, et puis c'est aussi nous, étudier leurs besoins, en fait, également. C'est, par rapport en tout cas aux conduites addictives, c'est aussi voir leur, mode de consommation, les contextes de consommation qu'ils ont, parce que nous, on a nos représentations, on a des idées, mais peut-être que ce n'est pas le cas de eux, leur représentation, leur contexte de consommation ou les produits qu'ils consomment. Donc ça, c'est un autre objectif et peut-être d'autres qui m'échappent, à ce jour, parce que j'avoue que je suis pas la première sur les projets en question, mais c'est surtout ceux-là que je vois là, à chaud. Donc, merci pour votre partage. Est-ce Madame qu'on... Quesson, Oui. qui avait justement mis un commentaire dans le chat, si vous souhaitez prendre la parole, ah bah, allez-y, allez-y. Bonjour. Bonjour. Oui, moi je me posais la question par rapport à la participation des usagers. Bien souvent, ce sont des représentants des usagers qui ne sont pas forcément usagers eux-mêmes. Alors, je prends l'exemple de la psychiatrie, des services de soins plus précisément. Bien souvent, ils vont être, la part usagée va être plutôt donnée entre guillemets à des associations. Je pense à l'UNAFAM, où ils ne sont pas forcément usagers eux-mêmes, mais ils sont famille, amis d'usagers. Et on a énormément de difficultés à intégrer des usagers, des personnes qui ont eu un parcours de soins, pour avoir leur point de vue sur le système de santé, sur les soins qui sont proposés, sur les dispositifs, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'elles nous suggèrent.
On a beaucoup de difficultés à les intégrer. Alors, est-ce que ce sont les personnes elles-mêmes qui n'ont pas forcément le désir de s'intégrer? Est-ce que nous ne sommes pas forcément très accueillants? Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et dans ce terme-là de représentation des usagers, ça questionne qu'est-ce que représenter quelqu'un? Comment on représente la parole de quelqu'un? Là, c'est davantage en plus un groupe. Comment est-on légitime? Moi, j'ai beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Voilà. Alors, Oui. je- En fait, c'est à peu près toute la légitimité à un moment quand on veut essayer de faire participer les populations, en tous les cas les usagers, à un moment dans un processus participatif. C'est aussi quel crédit on va donner à leurs paroles, comment on va les amener aussi à poser leurs paroles et puis qu'elles soient entendues et écoutées, parce que bien souvent, en tous les cas, le public dont vous me parlez, qui relève de la psychiatrie, je crois, il n'a pas souvent forcément été écouté ou posé les paroles, ou il est dans une posture, comment je pourrais dire, toujours en second degré, c'est-à-dire c'est lui qui subit, un peu comme, je voudrais pas parler au nom aussi de France Addiction, mais dans toutes les addictions, il y a la relation d'abord au produit qui prime, et puis après on essaie de reconstruire finalement des liens, de redonner une identité à la personne. Je pense que dans un premier temps, il y a autant un travail des représentants des usagers à faire, que aussi d'amener les usagers à devenir représentants. Voilà. Je ne vais pas non plus empiéter trop sur ma partie ensuite, mais c'est une question centrale qui, à mon sens, aussi doit être institutionnelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas agir, il faut vraiment que l'institution se pose la question de comment maintenant, dans mon institution ou dans mon processus, je peux prendre en compte la parole des usagers ou des personnes et en faire vraiment quelque chose. Je ne sais pas si je réponds. Est-ce qu'ils veulent prendre en compte cette parole aussi? Parce que Après, parfois, c'est bien plus une directive qu'un véritable état d'esprit ou un principe de base. J'ai l'impression que parfois les professionnels ont des difficultés parce que ça viendrait questionner leurs pratiques, faire bouger leurs pratiques. Et en fait, c'est aussi compliqué. Et puis, comment aussi faire entendre, notamment en psychiatrie, que l'usager a une expertise, qu'il est expert. Alors que pendant toutes ces semaines, ces mois, voire ces années de soins, on ne cesse de répéter qu'il est nosognosique, qu'il n'est pas en capacité de prendre des décisions, qu'on va décider à sa place. Donc, c'est très compliqué après pour la personne de se sentir légitime et même d'être légitimée aux yeux des autres. Mais c'est tout le sens de l'intervention auparavant avec les différents domaines à interroger, c'est-à-dire qu'on n'interroge pas seulement l'institution, mais on interroge aussi des pratiques professionnelles, des usagers, des postures professionnelles, mais on interroge aussi des pouvoirs publics et des lois et des législations qui, pendant très longtemps, ont peut-être, en tous les cas, amené les gens à se cantonner ou à ne pas exercer la parole, ou qu'on prenne la parole à leur place. Et ça, c'est une réelle inversion à avoir, et c'est d'autant plus compliqué parce que les engagements ne sont pas forcément les mêmes, et à mon sens, l'intérêt en fait de notre intervention, en tous les cas de la promotion de la santé, c'est d'essayer d'agir à tous ces niveaux-là. Et c'est bien compliqué, je vous l'accorde. J'ai le sentiment que dans le domaine de la santé mentale, en tout cas, il y a une participation des usagers, mais comment dire, en parallèle finalement des professionnels. Parce qu'on voit émerger des dispositifs, je pense à la Maison Perchée par exemple sur Paris, qui a été montée par des usagers, par des personnes qui étaient en souffrance psychique et qui avaient un besoin de s'entraider. Et on voit qu'il y a des choses qui bougent de ce côté-là, qu'ils arrivent à porter des principes, des valeurs, à faire bouger quand même le système de soins, le système de santé plus largement, mais finalement ils le font en parallèle. C'est cette difficulté de travailler ensemble, je trouve.
Alors, pour rebondir sur ça, il y a toute une théorie sur la résistance au changement, hein, qui est très intéressante de développer. En fait, tout individu a une résistance au changement et il y a des mécanismes qui existent, des méthodes qui existent pour accompagner justement le changement. Et justement, comme disait très bien Frédéric Gillet, eh ben, une procédure démocratique, participative, est un changement, un bouleversement. Et généralement, c'est quelque chose qui doit être accompagné au niveau des professionnels, mais des fois aussi au niveau des usagers, parce que comme vous l'avez très bien exprimé, des fois ils n'ont pas envie de parler, ils n'ont pas envie de communiquer. Et là aussi, c'est un fonctionnement nouveau. Et il y a souvent des résistances très fortes qui sont identifiées. Et c'est quelque chose qui s'accompagne. Vraiment, c'est quelque chose qui s'accompagne et sur le long terme et en profondeur. C'est quelque chose qui est très très complexe, le changement des comportements par rapport à cela. Est-ce qu'il ne faudrait pas systématiquement, quand on veut travailler justement sur cette question de la participation des usagers, est-ce qu'il ne faut pas systématiquement avoir une personne extérieure qui porte ce projet-là pour qu'elle ait une vision vraiment peut-être plus globale, moins orientée on va rebondir et puis comme ça on va pouvoir continuer parce que justement on va finir sur les 2 dernières petites slides et puis après je donnerai la main à Frédéric Gillet. Mais oui, pour moi c'est un des principes essentiels et justement on a vu qu'il y avait plusieurs définitions de cette participation, qu'il y avait plusieurs implications, etc. Mais il y a surtout des principes. Il y a surtout des principes à respecter et voilà, je pense qu'on va pouvoir continuer. Désolé pour ceux qui voulaient communiquer, on aura un autre temps d'échange ensuite, par la suite. Mais voilà, je finis mes 2 derniers petits slides, et puis après, je donnerai la main à Frédéric Gillet. Donc, merci à vous en tout cas. Donc voilà, alors merci pour vos partages surtout. Et voilà, j'aimerais surtout conclure cette première partie du webinaire par une proposition, donc vous avez bien fait de le mentionner, un générique de ce que peut attendre d'implication d'usagers citoyens dans un projet participatif. Alors, pour nous, l'implication des usagers citoyens doit se faire pour les objectifs généraux suivants. Donc, améliorer la qualité de décision, contribuer à sa légitimité démocratique et prendre en compte les intérêts des générations actuelles et futures. Alors, il est important et très important de notifier que nous interrogeons toujours les champs des biens communs. Et ça, c'est très essentiel parce que c'est ce qui fait société. On n'interroge que ce qui fait commun entre 2 typologies d'individus, entre 2 typologies de population. Et l'objectif, c'est encore une fois de mettre sur la table et de créer un consensus. Donc, on est obligé de créer et d'interroger que les biens communs. Et je voulais finir ma partie d'intervention sur l'énumération des principes de la participation qui, alors là, c'est pour nous, pour moi, qui sans le respect de ces principes, il ne peut y avoir une participation élaborée dans un cadre de respect pour toutes les parties prenantes et de sérénité, bien entendu. Donc, on a, en premier lieu, nous avons la neutralité. Alors, on revenait à ce que vous disiez tout à l'heure, celui qui organise la démarche de participation n'est nullement le décideur, nullement celui qui va prendre position par rapport à ce qui est mis en débat, projet ou politique. L'organisateur est garant d'une procédure démocratique. On a ensuite l'indépendance, qui est un principe tout aussi essentiel. Il ne faut aucun lien d'intérêt entre les parties prenantes du débat. On a le 3e point, la transparence. Le processus, comme les résultats, doivent être fournis à toutes les parties prenantes. Le 4e, qui est l'égalité. Toutes les parties prenantes sont sur un pied d'égalité. Alors, par exemple, il faut le même temps de parole pour tout le monde. On a l'inclusion, qui est, il faut éviter les outils génériques, car sinon, toutes les parties prenantes ne seront pas prises en compte. L'avant-dernier qui est l'argumentation. En effet, on se demande, on ne demande pas aux parties prenantes si elles sont pour ou contre une politique ou un projet. Non, on demande pourquoi, afin d'aller chercher les valeurs qui se trouvent derrière, les fameux facteurs aux déterminants de la santé ou les déterminants de la santé. Et pour finir, on a la sincérité. Alors, il faut s'interroger sur le cœur de la décision, l'opportunité. On met en débat le fait que de faire un projet ou une politique ou de ne pas faire un projet ou une politique. Et non de mettre en débat toutes les alternatives à ce projet ou à cette politique. Alors, je vous entends très bien déjà dire que ces principes ne sont pas réalistes. Et là, j'en suis tout à fait d'accord sur ce point.
Mais néanmoins, je pense qu'il est nécessaire, et j'insiste sur le point, qu'il faut tendre vers ces principes, car ils permettront, pour moi, l'élaboration d'une démarche participative plus efficiente et plus efficace. On mobilise des gens, cela prend beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens, et donc autant être efficace et efficient. Alors voilà, il n'existe pas ou très peu de projets permettant l'application exacte de ces principes, mais je pense qu'en être conscient, c'est être déjà en capacité de pouvoir agir vers. C'est le premier pas pour améliorer les conditions des démarches participatives. Donc voilà, je voulais conclure ma partie comme cela. Donc maintenant, je vais laisser la main à mon collègue Frédéric Gillet pour la présentation des outils méthodologiques. Et je vous remercie de votre attention et de votre participation. Alors Frédéric, je vais te laisser le partage. C'est bon pour toi? Oui, oui. Okay. Voilà, je pense que c'est bon. Vous l'avez à Oui, c'est l'écran. tout bon. Ouais. D'accord. Donc, écoutez, merci Julien d'avoir posé le cadre, le périmètre, toutes ces questions-là. Puis maintenant, vous êtes en droit de vous dire, bon, c'est bien gentil, mais maintenant, comment on fait, comment on peut cadrer? Donc là, l'idée, c'est vraiment d'amener un peu des éléments qui pourraient en fait vous aider à mettre en place une démarche de participation. Donc, la première diapositive, le premier outil qu'on va vous proposer, il est issu d'un rapport de l'OMS de 2020, mais c'est aussi deux auteurs, Issa Rechatz, qui l'ont développé en 2019. Alors, je m'excuse pour la prononciation des noms, mais qui propose en fait un listing de questions pouvant aider les individus et les organismes impliqués dans la participation de la population pour, en tous les cas, à sélectionner des techniques et des méthodes. Donc, la première diapositive montre vraiment, la première série de questions montre que recherche-t-on avec la mise en place d'un processus participatif, parce que on peut demander en fait aux gens de participer, mais participer à quoi? Je peux vous prendre deux exemples. Par exemple, dans les participations d'usagers et d'habitants qui sont par exemple, les quartiers QPV, les quartiers prioritaires de la politique de la ville au niveau de la rénovation urbaine, les clauses en fait de l'agence régionale, des agences nationales de la rénovation urbaine incluent le domaine de la participation, mais c'est juste une consultation. C'est-à-dire qu'on revient, en fait, encore une fois de plus à ce que disait Julien en première partie, c'est où on va situer, en fait, la participation des personnes que l'on va avoir en face. Donc, le processus que nous mettons en place participatif, quelles sont les raisons et quels sont le but? C'est quoi cette démarche? Est-ce qu'elle est pertinente, pas pertinente? Parce que ça va donner, et ça peut faire écho justement aux remarques qui étaient précédentes, ça peut faire écho justement à la crédibilité de la parole. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les usagers ont certainement été questionnés ou la prise en compte de leur parole n'a pas été, je vais dire, prise en compte. Ouais, voilà, ou alors ils n'avaient pas forcément de retour non plus de ce qu'ils avaient pu déposer dans un espace public. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution, en fait, de notre société, etc., ces différents espaces publics où la parole pouvait être posée se sont aussi fermés. Donc, ce qui fait que la participation est un peu compliquée. Et qu'effectivement, il y a un retour actuellement d'une demande de participation, sauf que, comment elle est prise en compte, pourquoi, comment, etc. Donc, cet outil peut vous aider vraiment à essayer de chercher du sens sur moi, j'ai envie de faire participer des gens dans tel domaine. On peut préciser l'objet de la participation, si la démarche elle est éphémère ou pas, dans quelle mesure elle peut être reproductible dans d'autres contextes. Et j'insisterai en fait sur des points comme par exemple, s'agit-il d'une démarche, par exemple, éphémère ou pérenne? Ça, c'est très intéressant parce que
on peut communiquer aussi également sur le public sur lequel on veut faire participer, voilà, on se retrouve dans le cadre d'une seule réunion, etc. Les tenants et les aboutissants de notre réunion seront, voilà, vous serez au courant ou pas des différentes décisions. Plus, je pense, le périmètre de la réunion, l'objet, le cadre, la façon dont tout va s'organiser, plus ça donnera du crédit, en fait, à la participation des personnes. Parce qu'elles ne se sentiront pas lésées, entre guillemets. Dans une démarche aussi de participation, la question des moyens humains et financiers est quand même importante parce que ça engendre forcément un coût. Alors, quand on parle de participation, on peut penser à réunion, donc il faut des salles, il faut peut-être du matériel à avoir. Mais on peut demander aussi une participation d'une manière, en fait, de façon informatique, de façon par boîte aux lettres, courrier, etc. Donc, tout ça engendre des moyens qu'il faut aussi calculer en amont parce qu'on ne peut ou ne pas avoir les moyens suffisants pour pouvoir mettre en place cette participation. Et ensuite, il est vraiment important de comment on peut engager un processus participatif, les acteurs, les participants, le réseau, les populations, tout ça pour essayer de rejoindre un peu ce que disait Madame Canson sur les représentants des usagers. Mais c'est qui on va interroger, dans quel cadre, est-ce que la parole va être bien, qui on associe, si on a une thématique en fait précise. On va peut-être pas interroger les mêmes personnes. On mélange. Alors, je vais utiliser une image pour essayer de vous étayer ça. On ne mélange pas les torchons et les serviettes, même si les serviettes peuvent avoir un avis sur les torchons et inversement. Si on questionne vraiment, par exemple, l'usage du torchon, alors c'est un exemple vraiment, je sors tout de suite qu'on n'a pas prévu, mais c'est un peu l'idée, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait un cœur de cible de la population que l'on va interroger ou des personnes que l'on veut faire participer, partenaires ou non partenaires, parce que ça peut aussi à un moment traduire un non-intérêt ou ralentir en fait la participation des gens. Ensuite, vous voyez qui définit et circonscrit le groupe de participants, donc qui a l'initiative, le degré de participation des bénéficiaires, c'est la mise en pratique de ce que disait Julien tout à l'heure sur l'information, la consultation, le rôle de chacun, parce qu'effectivement, on parlait de tiers à un moment pour animer les réunions mais on peut aussi se définir en interne des rôles bien précis, cantonnés, et pour pouvoir mener à bien une participation. Donc, c'est aussi un point essentiel. Toutes les institutions ou toutes les méthodes de participation n'auront pas les moyens d'aller chercher un tiers extérieur pour pouvoir organiser. Donc, il faut qu'on se pose aussi la question comment nous, on peut en interne se poser en tiers avec un rôle bien précis, alors d'arbitre, de régulateur, voilà, c'est un peu... Et donc le dernier point, c'est la composition, est-ce qu'elle va garantir en fait tous les points de vue, les temps de parole, les avis et les opinions, et que ces personnes qui vont représenter le groupe sont effectivement vraiment représentatives. Donc à partir de ce listing de questions, on peut effectivement commencer à élaborer en fait vraiment une démarche ou une étape, enfin en tous les cas une étape d'un processus participatif. Le deuxième outil, justement, c'est pour aller un peu plus loin avec ce questionnaire, c'est de parler de 3 étapes pour un processus participatif qui sont la préparation, la réalisation, le suivi et l'évaluation. Tout d'abord, dans l'étape de préparation, sur cette diapo, voilà, vous
vous avez des items, notamment identifier le sujet qui réunit. Donc, que ce soit les personnes concernées par la problématique ou les acteurs et actrices de proximité ou les décisions institutionnelles. Ça donne aussi, voilà, c'est, comment je pourrais dire, je vais reprendre mon exemple de quartier prioritaire de politique de la ville. Tous les acteurs intervenant sur un territoire sont réunis pour parler justement de la politique de la ville. Et suivant le thème qui est énoncé, certains acteurs seront présents et d'autres non. Donc, à la personne qui organise la réunion, c'est vraiment à elle de déterminer donc, le sujet pour pouvoir avoir les personnes les plus pertinentes autour d'elle. Ensuite, on identifie vraiment aussi les partenaires qui sont volontaires, qui vont permettre en fait de définir aussi le groupe de personnes concernées. Il y a des personnes qui peuvent être intéressées pour discuter, échanger sur cette thématique-là. Ça peut être des chercheurs, ça peut être d'autres professionnels du territoire. Ne soyons pas avares de cette participation effective des personnes. Ensuite, on peut donc il faut réunir bien sûr les participants pour qu'on soit bien au clair chacun du périmètre du projet, participation, du rôle et des responsabilités de chacun, des contraintes et des limites et du processus. Parce que on le verra par la suite. Même si on essaie de mettre en place une démarche de participation, il y a quand même des freins qu'on a identifiés, qu'on verra par la suite. Ensuite, un des points, moi, qui me paraît, un des points qui me paraît essentiel du processus, c'est vraiment d'approfondir déjà la culture commune. De quoi parle-t-on ? Si on réunit plusieurs personnes pour parler de la parentalité, eh ben, je pense que le préambule de tout ça, c'est au moins de faire culture commune. Ce qui veut dire, est-ce qu'on a tous la même définition? On va partir des représentations de chacun et se mettre d'accord sur une définition. Ce qui m'amène à dire ça, c'est que je vais prendre un autre exemple, excusez-moi, dans un webinaire de faire de la politique, mais le mot capital dans la bouche de l'extrême droite ou de la droite n'a pas du tout le même sens que ceux qui sont de gauche, d'extrême gauche, ou voire du centre. D'accord? Alors, j'ai pris ça comme ça parce que ce matin, j'ai entendu un truc à la radio là-dessus. Mais c'est vraiment pour vous montrer que la pertinence d'un processus participatif, elle n'aura de sens que si nous parlons le même langage. D'accord? Si on se réunit pour une thématique parentalité, on crée une définition, une culture commune autour de la parentalité. Prenons du temps pour ça. Si on parle d'un développement d'une maison de santé, etc., c'est vraiment important aussi de dire qu'est-ce qu'on y met dedans, c'est quoi ce qu'on entend par ça, qu'est-ce qu'on attend comme service. Il y a vraiment je pense, à travailler énormément là-dessus. Ça rendra d'autant plus pertinent derrière les échanges, parce qu'il n'y aura pas de double langage ou d'interprétation possible. Ensuite, portrait de la problématique, une fois qu'on a vraiment commencé à définir, alors, j'ai marqué problématique, mais on aurait pu marquer le sujet, le thème. On peut avoir une approche aussi quantitative, qualitative, pour tresser le portrait. Ça peut être des données statistiques, des données épidémiologiques, mais c'est aussi, à partir de la culture commune, des représentations, des perceptions de chacun.
On va en plus donner du crédit parce qu'on va faire attention aussi en disant, voilà vers nous on veut aller. Il peut s'agir, pardon, aussi d'allier, comme je le disais, des savoirs scientifiques, pratiques, des choses qui ont été expérimentées pour qu'on ait un portrait, je vous dirais, global, voilà, de la thématique. Et donc, en dernier point, déterminer les ressources nécessaires, c'est ce que je disais précédemment. Par exemple, ça va être de faire attention au lieu, l'accessibilité. Ça va être l'horaire. Si on veut travailler avec une population d'un quartier, je ne sais pas, qui travaille résidentiel, etc., on ne va pas mettre la réunion à 14 heures. Des fois, c'est des petites choses comme ça qui font que la participation prend du crédit ou n'en prend pas. Ça rend plus pertinent ou pas pertinent. Vous voyez, c'est des petits points de détail qui font que est-ce qu'on interroge les gens à quelle heure, les conditions, comment on va les recevoir, comment on va communiquer autour de notre réunion, de notre thématique de participation. Est-ce que c'est par Internet? Est-ce que c'est par les travailleurs sociaux? Est-ce qu'on fait des affiches? Quel lieu on identifie? Etc. etc. Et puis après, derrière, les conditions de la réunion, si vous voulez aussi, comment on prépare la salle, comment on va accueillir, différentes choses. Donc, tous ces points-là font partie, en fait, d'une étape qui est vraiment la préparation. La seconde étape, qui est donc de la réalisation, j'essaie de faire attention au temps et de ne pas trop déborder. Je te fais confiance, Julien, pour me dire si je suis un peu trop long. Ce qui concerne les étapes de la réalisation, voilà, c'est le premier point, ça va être de planifier en fait les actions et les stratégies et les actions, pardon. En fait, c'est nécessaire de déterminer les objectifs que l'on vise et de choisir les actions les plus adaptées. Selon la volonté de la capacité d'engagement du groupe, les résultats qui vont être de la réunion seront anticipés en fait par action et par appui auquel au sein le groupe sera disponible selon les ressources que vous aurez financières ou pas pour les mettre en place. Du temps aussi requis parce que bon nombre de réunions, on va dire, participatives ou se font dans le cadre d'un projet, alors que ce soit un diagnostic, que ce soit un recueil de données, que ce soit des actions pour développer le territoire, etc. Et il y a une donnée temporelle qui est à prendre en compte et qu'on retrouvera à la fin qui peut être une contrainte. C'est-à-dire, a-t-on suffisamment le temps aussi pour pouvoir se réunir plusieurs fois, réfléchir tous ensemble, se mettre d'accord sur un langage commun et pouvoir en fait mettre en place des actions. Des fois, l'échelle du temps n'est pas forcément prise en compte. Il y a le temps de réunion, mais il y a le temps institutionnel que va demander les choses. Il y a une différente temporalité qu'on doit à un moment prendre en compte dans cette étape de réalisation. Ensuite, déterminer qui fait quoi, enfin, tout simplement, quoi, les rôles et responsabilités de chacun, en essayant de garder à l'esprit que la réussite et la pérennité en fait d'une démarche participative pourra être assurée par un accompagnement des équipes à différents niveaux. Là, je m'explique. Des niveaux de sensibilisation, de supervision, des réunions de suivi. Voilà, c'est aussi plus nous définissons en fait en amont les rôles que chacun peut avoir. Si on a la chance d'avoir un tiers extérieur, saisissons là. Mais ne soyons pas non plus avares de dire on n'a jamais de sous pour faire des réunions, mais on peut aussi à un moment se saisir en fait de ces opportunités-là pour faire bouger nos institutions,
pour ramener du crédit, ramener de la population, ramener à notre vécu d'autres perceptions. Et c'est là, en ce sens, que il faut... Je pense que c'est dans ce sens-là où il faut aussi penser le processus de participation. C'est derrière, c'est quel est l'intérêt qu'on va mettre en place ça et comment moi je vais pouvoir m'en saisir au sein de, au sein de mon institution. Ensuite, bien sûr, il va falloir, alors prendre part, c'est donner les moyens aux participants pour qu'ils puissent prendre part à cette instance de réflexion. C'est vraiment d'organiser, c'était le creux en fait de notre conversation tout à l'heure. C'est comment on peut donner du crédit à la parole. Ça veut dire aussi qu'à un moment ou à un autre, quand quelqu'un vient me déposer ou participe à quelque chose, quel retour moi, institution, ou moi qui suis à la base du recueil ou d'un diagnostic ou d'une réunion de prioritaire politique de la ville, comment moi je vais lui faire retour aussi que j'ai bien pris en compte ce qu'il me dit et que c'est pas laissé dans une boîte. Alors ça peut peut-être dire qu'il faut penser à un retour. On fait tous des comptes rendus de réunions, des choses comme ça, etc., etc. Est-ce qu'ils sont tous destinés aux participants qui sont venus dans ce processus de réunion, dans ce processus participatif? Je ne suis pas sûr, en tous les cas, moi, les exemples dont j'ai fait partie, on n'a pas forcément non plus de retour sur, pas forcément un compte-rendu, mais sur, je vais dire, sur les échanges, sur où ça en est actuellement, etc. Donc, ce qui peut, en fait, aussi à un moment préfigurer que si on ne sait pas trop ce que je dépose, où ça va, ben, la prochaine fois, je ne participerai pas forcément beaucoup. Et puis après, dans l'étape de réalisation, il y a aussi à mettre en œuvre donc, les actions prédéfinies. Ce qui est bien aussi là, c'est que voilà, les gens vont, ou en tous les cas, ceux qui ont participé à ce processus-là, ça va être concrétisé. Et il faut qu'à un moment ou à un autre, il soit aussi partie prenante de tout ça. Donc, l'étape, décidément, l'étape d'évaluation et de suivi, et c'est aussi une étape qui peut se faire en fait tout au long du processus, c'est-à-dire que bien souvent, quand on met en place un projet, quel qu'il soit, on se dit, ouais, grosso modo, à la fin, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'on a déroulé le truc? Est-ce que l'action s'est réalisée, etc., etc. Oui, effectivement, c'est aussi une donnée importante parce que des fois, nos tarificateurs font aussi en sorte que c'est financé suivant si l'action est mise en place, etc. Mais je pense qu'à un moment, pour aller peut-être un peu plus loin, on peut peut-être aussi s'interroger sur la qualité de ce que l'on fait, comment on peut la mesurer, comment à un moment on peut passer outre le stade de dire notre action a réuni tant de personnes au niveau de la réunion, tant de partenaires au niveau des réunions, ça a mobilisé tant de gens, on a fait X actions, on a fait tant de choses, etc. OK, on a évolué, en fait, à ce qu'on pourrait appeler, nous, un indicateur de processus. Mais en termes de résultats, est-ce que l'action a été pertinente pour les gens? Est-ce que ça a évolué au niveau des représentations? Est-ce qu'à un moment, on a amené quelque chose de différent qui permet de faire bouger, qui permet de faire évoluer, de faire prendre conscience? Alors, c'est compliqué toujours de mettre en avant ces indicateurs de résultats, mais il est possible en fait de les évaluer au travers d'échelles, au travers de temps d'évaluation. Mais il faut qu'on se pose en amont la question sur quel est le sens que je veux donner à tout ça et où on veut aller avec l'action. Ça redonnera d'autant plus de crédit à la population ou aux gens qui vont participer. Petite page autopromotionnelle parce que c'est quand même ça. On peut vous accompagner, nous, l'IREPS, à mettre en place toute une démarche au niveau des processus d'évaluation et de résultats. On accompagne vraiment
mais ce qui rend vraiment pertinent, en fait, toutes ces étapes de suivi et d'évaluation, c'est que ça va donner du crédit à votre action. C'est que vous allez pouvoir la défendre. Les tarificateurs seront friands, en fait, de dire, mais voilà, on n'a pas financé qu'une action comme ça. Il y a eu des conséquences, il y a eu des choses, des comportements évolués, on a fait bouger les barrières. Et ça a avancé. Je suis perturbé en même temps parce qu'il élimine les commentaires. Merci Céline Orley, vous le faites très bien, c'est gentil. On peut faire encore mieux. On peut faire encore mieux là-dessus. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment en fait ce qui m'importe le plus, c'est ce suivi, cette évaluation, parce que c'est là où en fait on prend tout le sens de la participation et du projet. Pour résumer un peu les étapes d'un processus, voilà, dès le départ et durant le processus, je pense qu'il est primordial de tenir compte des valeurs d'efficacité, d'efficience et d'équité. Et aussi, il est fondamental d'insister sur la communication et la mobilisation sociale. Ce n'est vraiment que par une bonne communication que on peut prendre conscience, on peut faire participer et que les gens peuvent avoir, en fait, qu'on peut redonner du crédit à cette participation. Pendant longtemps, alors, comment je pourrais vous dire, l'usage des différentes méthodes participatives, elles répondent à plusieurs enjeux. Pertinence des actions, efficacité pour atteindre des objectifs de promotion de la santé ou favoriser l'autonomisation des populations, ou des réunions type quartier prioritaire politique de la ville, ou la participation à des recueils de données, ou dans les diagnostics. Voilà, à un moment, il y a vraiment des enjeux tout le temps d'efficacité, aussi des enjeux de projet pour faciliter tout ça, de la légitimité, de la crédibilité des institutions. Et à ce titre, il y a plusieurs façons de, si vous voulez, d'organiser ou de se dire, ah pardon, voilà, d'organiser de participer. Et là, l'outil moi que j'avais vraiment envie de vous proposer, c'est justement l'échelle d'Einstein. Où donc vous pouvez voir qu'il y a différents échelons sur les différentes formes de participation qu'il existe, en tous des cas actuellement, ou en tous des cas qui étaient, on va dire, référencées, voilà, hein, là-dessus. Et si vous voyez, en fait, si vous regardez cette échelle, on est vraiment plus dans ce domaine-là. D'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose, deux enseignements, il y a encore des échelons à gravir, et ça, c'est intéressant, mais on a aussi on est plus dans un partenariat généralement. On fait avec, on ne prend pas forcément en compte, on a quand même une logique institutionnelle qui se met en place, mais on n'est pas encore dans l'échange, on n'est pas encore dans ce que pourrait nous dire la promotion de la santé, dans l'empowerment, pardon, pour mon anglais, dans le pouvoir d'agir des habitants. On n'est pas encore dans le redonner du crédit. Est-on prêt, vous voyez, l'échelon au-dessus du partenariat, c'est la délégation de pouvoir. Est-on prêt à déléguer du pouvoir à un public participatif dans le cadre d'un projet? Alors, il y a des choses qui sont mises en place, hein. Je vais reprendre cet exemple sur, par exemple, les conseils citoyens qui sont mis en place dans les villes où il y a des quartiers prioritaires de politique de la ville, où là, on essaye à un moment de remobiliser du public, des personnes, de participer, de leur donner du pouvoir pour essayer de donner du crédit. Ceci étant, comme tout dispositif, il crée des exclus. Et c'est nous, on va être en charge, entre guillemets, d'essayer d'aller un peu plus loin, en tous les cas, vers ces exclus.
L'outil qui, une fois que vous aurez, voilà, vous vous êtes posé toute cette question, vous avez justement mis en place tout votre protocole, en tous les cas, eh ben, ce qui me semblerait, enfin, en tous les cas, ce qui nous semblerait vraiment intéressant, pertinent, c'est justement de rédiger une charte. Une charte, ça permettra aussi à l'ensemble des participants d'être d'accord, d'avoir une culture de ce que l'on attend, ce que l'on peut exiger lors des réunions participatives. Voilà, tout simplement, engager la discussion. C'est un outil partenarial, ça permettra d'être d'accord. On peut communiquer plus largement, c'est-à-dire que c'est aussi un moyen, cette charte-là, pour pouvoir poser clairement les choses, l'afficher clairement. On peut communiquer dessus, on pourra l'évaluer aussi. Est-ce que tout le monde... c'est aussi un outil partenarial. On peut aller jusqu'aux droits, devoirs de chacun, les valeurs, les moyens, les modalités possibles de participation. Et on peut aussi avoir une dimension de comment on peut la faire évoluer. C'est-à-dire que au fur et à mesure du processus participatif, c'est quelque chose qui n'est pas figé, qui peut être évolué, qui peut être rediscuté. D'où l'intérêt d'essayer de faire participer au maximum les populations, et ça donnera du crédit, d'autant plus à l'action. Dans la forme, à quoi elle peut ressembler, effectivement, il faut qu'elle soit courte. Si vous faites une charte qui ressemble au Code civil, ça va être un peu compliqué avec toutes les contraintes et les différentes choses. L'idée qu'elle soit courte et qu'elle aille à l'essentiel, c'est qu'elle soit aussi accessible à tout le monde, qu'elle soit lisible. Et après, en termes d'accessibilité, pensez également au public. Si vous avez un public qui est dans la capacité, ben, il faut penser à sa traduction. Il faut penser peut-être, si c'est un public déficient, à un facile à lire et à comprendre. Utilisez tous les outils pour que cette charte soit simple, compréhensible pour tous. Il y avait un professeur à l'université, il n'y a pas si longtemps que ça, qui me disait, d'accord, c'est bien ce que tu as écrit, mais je ne comprends pas. Il faut qu'un gamin de 4 ans comprenne ce que tu as écrit. Et plus on est simple, moins il y a d'ambiguïté. Pardon, je voulais passer à la diapo suivante. Voilà. Qu'est-ce qu'elle peut contenir? Pardon. Elle peut contenir, en fait, voilà, elle peut avoir 3 étapes, c'est-à-dire l'émission du groupement, la composition du groupe, la place actuelle dans le fonctionnement. Donc, on peut réfléchir aussi au fonctionnement de chacun, des partenaires, de la population. Voilà, comment s'organiser tout ça? À quoi correspond cette charte et à qui elle s'adresse? Donc là, on est dans le cadrage. Pourquoi participer? L'intérêt de travailler ensemble, le thème qui nous réunit, les souhaits, les convictions, les valeurs. Voilà, on peut essayer en fait de s'approprier au mieux et puis de dire, ben voilà, participer, quel est l'intérêt de travailler entre nous, ou les acteurs, etc. Dans quel but on va faire tout ça, et les différents sujets, les thématiques, et en fait, ben voilà, les exemples. Qu'est-ce qu'elle peut contenir? Eh bien voilà, comment participer, qui participer, la marge de manœuvre, comment on s'adresse, comment on fait. On peut définir des règles. Alors, on peut dire si ça s'inscrit dans une démarche ou pas. Voilà, c'est vraiment un élément de cadrage où on peut se référer. Et puis, ça pose aussi des règles pour tout le monde. C'est-à-dire que ce soit le tiers organisateur, les partenaires ou les participants, les règles elles sont communes. Un dernier outil, et
avant notre temps d'échange, un outil qui, grosso modo, voilà, mesure. Alors, c'est pareil. Hein, nous, on a fait le choix d'outils. C'est non exhaustif, si vous l'utilisez très très bien. Mais il y en a aussi pléthore, un peu comme l'échelle d'Einstein. Il y en a aussi pléthore. Celui-là est assez intéressant. Enfin, en tous les cas, a retenu notre attention, qui mesure la participation dans un projet de promotion de la santé. Donc, on parle de l'évolution des besoins, du leadership, de l'organisation, de la mobilisation des ressources et du volume de la gestion du projet en lui-même. La classification, donc, vous voyez que c'est de Rifkin, n'est pas seulement en fait une échelle de mesure au niveau de la participation, mais sur ces 5, décidément, je suis désolé de ces petits désagréments, sur ces 5 dimensions, ces 5 niveaux, on va donc de nul à l'excellent, et vous pouvez à tout moment, vous référer sur cette échelle-là pour voir où en est en fait votre participation au sein du projet que vous êtes en train de mener, et aussi sur quels points et quels leviers vous allez pouvoir agir, réfléchir pour pouvoir améliorer, contribuer, essayer d'aller de l'avant et différent. Voilà. Je en parlais tout à l'heure. Pour moi, il est vraiment important, de vous parler en fait quand même des freins. Des freins qu'on a pu nous identifier, notamment voilà, la temporalité. C'est-à-dire qu'effectivement, des fois, on vous demande une consultation, de développer un projet, ou de réunir des données, ou de mettre en place un projet à titre participatif en direction, et vous êtes confronté, voilà, comme dans toute logique, à différentes temporalités, la vôtre, celle des instances de tarification, mais le public, etc. Et c'est aussi tous ces délais-là peuvent être un moment facteur de frein au niveau de la participation. Donc, je sais que c'est très facile à dire. Il y a peut-être des choses des fois qu'on peut anticiper ou pas, mais si on a déjà pensé à un processus en amont de participation dans les grandes lignes, au moins la colonne vertébrale, eh ben, on peut appliquer ça peut-être d'une manière un peu plus rapide et exhaustive. Bien sûr, je notais, je vous en ai parlé tout à l'heure, du coût financier. Effectivement, vous faites un diagnostic de santé sur un territoire rural, etc. Il va falloir vous déplacer, faire des réunions, convoquer les gens ou pas. Quelle communication vous allez mettre en place, comment on les fait participer, comment on les fait venir. S'il n'y a pas de transport en commun, de différentes choses, il faut assurer les moyens pour les faire venir. On va dépendre de l'heure. Voilà, tout ça, ça peut être des freins aussi. En fait, la participation de la population. Le périmètre d'action, quand j'entends le périmètre d'action, c'est à la fois le champ de l'action dans lequel il va intervenir, mais aussi le périmètre de la population. Si effectivement vous vous retrouvez avec, allez, soyons fous, une centaine de partenaires autour d'un projet sur l'application d'un territoire, etc., forcément, ça va être un peu compliqué pour pouvoir, à un moment, définir tout ça. Donc, il va falloir peut-être recréer des groupes, des sous-groupes, des thématiques, des thèmes de travail et différentes choses. Donc, le périmètre des partenaires, le périmètre aussi, le champ d'action que vous allez interroger ou mettre en place, peut être aussi à penser en amont en se disant est-ce que nous ne nous trompons pas sur cette dimension-là ou comment pouvons-nous nous organiser pour que ce soit le plus efficient. La dissonance entre les intérêts individuels et collectifs, ça, je pense, si vous avez des expériences de réunions participatives et de différentes choses, c'est vraiment quelque chose qui peut être redondant et compliqué. Parce qu'effectivement, entre l'intérêt personnel et l'intérêt collectif,
nous pouvons aller jusqu'au l'intérêt individuel, professionnel et l'intérêt en fait institutionnel, ou voilà, qui peuvent aussi à un moment venir compliquer en fait les relations dans le processus participatif, et il faut vraiment avoir une vigilance. On en parlait tout à l'heure, justement de la remise en cause des postures, que ce soit des professionnels ou les experts, d'avoir quelque chose de descendant ou de pas descendant. Est-ce qu'on est prêt aussi à entendre que ça va pas, qu'on n'a pas la bonne approche ou pas les bonnes choses? Il y a aussi un travail à faire pour redonner du crédit à cette participation. La difficulté de collaborer avec des personnes, c'est, voilà, on va se retrouver des fois avec des partenaires où on ne partage pas les mêmes buts, les objectifs, les mêmes valeurs, et il va falloir quand même se réunir autour d'un projet. La capacité des personnes à participer, ça je pense que c'est le point le plus crucial, donc ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il va falloir aussi se poser la question de comment on va les rechercher, jusqu'où on peut aller les rechercher, et bien sûr, ça me paraît évident, mais être à l'aise quand même avec ces méthodes participatives et de communication, parce que animer des réunions, faire participer, faire communiquer les gens, essayer d'aller les chercher, voilà, ça ne s'improvise pas, ça se pratique, et puis il faut avoir un peu l'envie l'envie de faire tout ça pour donner du dynamisme au processus. Voilà, j'ai essayé d'être le plus concis possible pour pouvoir à un moment aussi échanger avec vous sur les réactions et sur voilà, vos vécus ou un échange de pratiques. Voilà, j'espère que je vais départager, comme ça on va pouvoir voir tout le monde. Voilà. Je vous ai coupé. Du coup, vous avez plus envie de participer. C'est ça, en fait. Ouais. Non, du coup, mauvaise démonstration. On va se positionner sur la question principale. Est-ce que vous avez des retours d'expérience, encore une fois, sur ces outils, ou vous avez des avis par rapport à ces outils? On peut les résumer rapidement. L'évaluation, la grille d'évaluation, la charte. On a discuté légèrement dans le chat sur ces questions-là. Est-ce que certains ont des retours à nous faire vis-à-vis de cette typologie d'outils? Oui. Alors, Elodie Yaram. Alors. Ah, je me connecte. Je mets mon micro plutôt. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Voilà, super. Non, moi je voulais, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement puisque j'ai eu l'occasion, dans le cadre de mes études, de travailler sur ce sujet-là, notamment sur les instances participatives d'un territoire. Je partage toutes ces idées, etc., avec cette notion de temporalité qui me semble aussi importante, en tout cas pour les projets, parce que quand on dépose des projets, on est toujours aussi pris par le temps. Faire participer, ça demande aussi, comme vous l'avez exprimé, du temps. Donc ça, c'est une notion qui me semble importante, mais également de pouvoir créer ce mouvement collectif et avec cette notion de posture que vous avez aussi expliqué, avec on est égal à égal, quoi, quand on est... et donc justement, c'est là la difficulté. Et ça me semble aussi important, mais je voulais juste partager donc quelque chose, moi, qui m'a effectivement assez touchée quand j'ai étudié, c'était sur le mouvement ATD Quart Monde, en fait, qui est né en 1957 et qui s'appuie sur 3 modes d'action que vous avez bien expliqué aussi avant. Donc, agir sur le terrain en faisant, en s'unissant autour de valeurs, de choses comme ça, agir auprès des institutions pour faire évoluer les lois, et agir aussi auprès de l'opinion
l'opinion publique pour faire évoluer les représentations aussi qu'on peut avoir. Et donc, ils sont quand même aussi à l'origine de choses. Les choses peuvent bouger, en fait. Elles ne sont pas figées de progrès législatifs, hein, comme le RMI à l'époque, hein, RSA, et la loi d'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Du coup, je me dis, voilà, je suis très optimiste, en tout cas, dans la suite, et que cette notion de participation, elle a toute sa place, en tout cas, dans tous nos projets, si ce n'est qu'il faut effectivement prendre en compte tout ce que vous avez présenté et qui demande de la réflexion, du temps, de l'organisation, etc. Enfin, merci à vous. Bien, merci Elodie, en tout cas de ce témoignage. C'est vrai que la question centrale quand même, au moment de la participation, va être aussi cruciale en fonction de l'interlocuteur que l'on a en face, de la posture qu'il va avoir. Alors, du côté empathique, du côté de l'écoute, mais tout simplement, s'il y avait déjà de l'écoute, de la disponibilité. Alors, je sais que les contraintes de temps sont peut-être parfois compliquées, mais pour donner du crédit, en fait, à de la participation, en moins de la parole, en étant disponible et à l'écoute sur le temps où la personne vient déposer ou vient participer, des fois, ça suffit pour renforcer un processus participatif. Et c'est vrai que c'est important, la posture professionnelle, et c'est important de ne pas être descendant, et c'est important de se mettre au niveau. J'aurais tendance à dire que nous savons où on veut aller en termes de participation et de différentes choses. Mais pour amener les gens dans ce processus-là, mettons-nous à leur niveau et aidons-les à gravir les marches ensemble. Et à partir de ce moment-là, je pense que le crédit de la participation, le crédit de la parole, le crédit sera renforcé. J'ajouterais aussi dans la participation, c'est pas non plus au milieu d'un projet ou à la fin d'un projet. Ça me semble important parce que souvent il y a cette habitude qu'on peut retrouver notamment dans les projets, je sais pas, de rénovation urbaine ou choses comme ça, où on voit que les habitants ils arrivent peut-être pas tout à fait au début et ça correspond pas forcément à leurs besoins. Il y a le cas de Grenoble hein, où les habitants, ils ont créé un collectif, ils se sont opposés à ce qui avait été décidé, puis du coup, ils ont rechangé le projet. Du coup, ça me semble important aussi que dans ce processus-là, en tout cas, ce ne soit pas à la fin juste pour dire on fait participer et on crée un groupe d'habitants, enfin un groupe d'usagers ou d'habitants sur un projet, quoi, qui se sentent utiles. Voilà. Comment les associer dès le départ? Voilà, c'est ça, dans une réunion exactement. d'information, de consultation, différentes choses. C'est ce que posait Julien en début et en préambule. Voilà, la question, elle est là dès le départ. Dès le départ. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Je voulais juste rebondir Oui. sur donc faire participer dès le début et comment dire? Et respecter aussi leur écouter, enfin, c'est ce que vous disiez à l'instant, écouter parce que bon, Élodie mentionnait un exemple de rénovation urbaine et justement, je lisais il y a pas longtemps un article et dans notre commune, on va aussi avoir une partie de la ville qui va être rénovée et visiblement les commerçants concernés ont été interrogés, sauf que certains se positionnent déjà de toute façon, on va pas être écoutés. Ils vont faire la mairie va faire son truc. Donc il y a aussi, enfin, le vrai participatif, quoi. Parce que parfois, voilà, on consulte, mais alors, est-ce que la mairie va vraiment jouer le jeu? Est-ce que c'est une représentation de ce commerçant en l'occurrence? Enfin bref, donc c'est vrai que parfois, c'est pas toujours évident parce qu'on sait pas après les enjeux qu'il y a derrière non plus. En tout cas, l'usager n'en est pas forcément au courant non plus. Et puis, dans le cadre dans lequel ça s'inscrit, voilà, est-ce que ça vient juste légitimer une démarche? Malheureusement, l'expérience que je peux avoir des rénovations urbaines, on est juste dans une consultation finalement de l'habitant et moi je pense qu'il serait intéressant plutôt d'être dans une co-construction, d'autant plus que c'est les personnes qui vivent sur ces territoires-là, qui ont un avis, qui savent comment ils vivent, mais non, c'est quelqu'un d'extérieur qui va venir en fait chambouler tout ça. Effectivement, ça me paraît un peu, voilà. Si on pose le cadre, si on suit tout ce qu'on a dit, ben voilà, c'est très bien.
Mais c'est pour ça que je pensais, enfin, je blague un peu avec ça, mais c'est pour ça que je pense qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension, en fait, à notre niveau, mais il y a aussi une dimension politique à avoir qui doit être portée par les institutions ou par nos représentants pour que toutes ces choses-là puissent évoluer. Je vois que s'il n'y a pas d'autres participations, je vois que l'heure tourne. On a un collègue qui souhaiterait intervenir, mais il faudrait que Julien et moi, on arrive quand même à conclure un petit peu ce temps d'échange que nous avons eu. Tu veux que je prenne Julien, la main, Frédéric? Oui. Oui, En tout cas, nous vous remercions d'avoir été présents lors de ce webinaire. Alors, j'espère que vous avez eu des clés, en tout cas, pour le cadre de la participation en promotion de la santé, des clés pour les outils d'accompagnement de la participation en santé, à la promotion en santé, excusez-moi. Et voilà, nous vous remercions. Donc, je voudrais vous inviter en premier lieu on a une petite évaluation du webinaire. Donc, vous l'avez en chat juste à côté. Donc, si vous pouviez répondre à ce petite évaluation. Et pendant ce temps d'évaluation, on a notre collègue Julien Aimé qui est dans un programme, dans une action de capitalisation de la participation démocratique. Je vais lui laisser la main parce qu'il va beaucoup mieux l'expliquer que moi, je suppose. Voilà, le temps d'une minute pour vous peut-être vous mobiliser autour de son projet. Je te laisse la main, Julien? Oui. Oui, avec plaisir. Je te laisse aussi remettre le diapo éventuellement. Je m'en occupe. Donc, merci beaucoup Julien et Frédéric. Bonjour à tous. Donc, je tenais moi rapidement à vous présenter un projet qui est en lien avec ce webinaire, un projet qui est porté par l'IREPS Grand Est et financé par l'ARS pour 2023. Et pour lequel nous venons juste de publier un appel à contribution, pardon. Vous l'avez peut-être reçu dans vos mails. Un projet de capitalisation des démarches participatives dans les interventions en promotion de la santé. La capitalisation, c'est une méthode inspirée des sciences humaines et sociales qui a pour but de transformer les savoirs issus de l'expérience en connaissances partageables. Notre objectif est assez simple: capitaliser les aspects participatifs de 5 interventions. Donc, par intervention, nous entendons une action, un dispositif, un projet, une politique ou autre, dans le but de comprendre les ressorts pratiques de la participation, de partager les éléments clés identifiés grâce aux expériences des acteurs au sujet des démarches participatives, des acteurs qui prennent part à ces démarches participatives, et aussi l'un des objectifs, c'est de valoriser ces démarches qui sont menées en Grand Est. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet, si vous souhaitez proposer un projet à la capitalisation, j'ai vu dans la conversation qu'il y avait des personnes qui parlaient, Céline Orler notamment, évoquer le projet qui était mené par l'APF dans les Vosges. Donc, si vous souhaitez proposer un projet à la capitalisation, je vous invite à cliquer sur le lien qui sera situé dans la conversation de ce webinaire, ou bien à copier dans la barre de recherche de votre navigateur le lien affiché juste en dessous, qui est un lien réduit qui vous ramènera vers notre site internet sur lequel vous pourrez retrouver toutes les informations, et nous restons bien entendu disponibles et disposés à vous répondre. Je vous remercie beaucoup. Je rappelle que le diaporama sera diffusé. Donc, vous aurez la slide avec le lien et puis on va vous le mettre directement dans le chat aussi. Alors, je pense qu'on est dans les temps. Il est 59. Je vous remercie fortement pour votre présence et votre participation. Je remercie Frédéric d'avoir participé aussi avec moi sur ce webinaire. Et merci à tous et je vous souhaite, là je pense que c'est l'heure d'aller manger, donc je vous souhaite un bon appétit et puis un bon vendredi, un bon week-end aussi. Merci pour tout. Au revoir. Au revoir.